Fait que bienvenue officiellement dans le cours d'INF 130. Donc, c'est un cours de programmation. On va apprendre à écrire des programmes. Fait que pour être capable d'écrire des programmes, la première chose qu'il nous faut, c'est un endroit où écrire ces programmes-là. Donc, on va regarder l'éditeur qu'on va utiliser, qui est l'éditeur de VBA. Donc, le langage qu'on utilise dans ce cours-ci s'appelle Visual Basic for Applications, ou VBA. Donc, pour être capable de l'utiliser, il faut trouver l'éditeur de VBA. Donc, vous ne le saviez sûrement pas, mais derrière chaque installation de Office se cache un éditeur pour un langage de programmation. C'est juste qu'il faut être capable de l'atteindre. Donc, pour être capable de l'atteindre, on a juste à avoir Excel d'ouvert. Puis, pour activer l'éditeur, on a juste à utiliser le raccourci suivant, qui est le Alt F11. OK, donc, si je fais Alt Alt F11. Moi ici, ça ne va pas faire ça pour vous autres, ça va partir plus vite. Moi, c'est un add-on que j'ai rajouté parce que je suis un programmeur, je mets des affaires de plus. Mais quand ça va partir, ça va être la même chose pour vous. Donc, on a ici un éditeur qui s'ouvre, puis qui va être capable de prendre nos différents programmes, puis être capable de gérer, okay, puis d'exécuter les instructions que moi je vais envoyer à mes programmes. Fait que, qu'est-ce qui est intéressant, c'est si le Alt F11, OK, il ne marche pas, il y a une deuxième manière de se rendre jusqu'à l'éditeur. Pour être capable d'aller avoir l'éditeur, par exemple, il nous faut aller chercher un nouvel onglet dans Excel, OK, qui est l'onglet Développeur. Pour être capable d'aller chercher l'onglet Développeur, on peut aller dans les options d'Excel. Puis, dans les options d'Excel, on va aller changer, OK, le ruban. Fait que le Customize Ribbon. Puis, ce qu'on veut faire, c'est que dans le ribbon, on va aller cocher l'onglet Développeur s'il n'est pas déjà coché. Ça va me permettre d'avoir un nouvel onglet, Développeur. Puis, le premier piton de cet onglet-là, c'est d'ouvrir l'éditeur de VBA. Hein. Open the Visual Basic Editor. On voit le raccourci, c'est le Alt F11 dont je viens tout juste de parler. Donc, ça ici, ça me permet d'avoir un environnement de développement. Fait que toute notre session, là, ça se passe là-dedans. Mettons 90% à la fin, on va retourner dans Excel, aller chercher des cellules et des choses, là, mais 90% se passe dans l'éditeur d'Excel. C'est là qu'on va écrire du code. Fait que ça, c'est notre première étape. On a notre éditeur d'ouvert de trouver. Deuxième chose qu'on veut réussir à faire, c'est aller écrire, une place à écrire, là, parce qu'en ce moment, là, j'essaie d'écrire des choses, ça ne marche pas. Ici, j'ai une question de Denika. Il faut que tu te démutes, Denika, si tu veux parler. Oui, hey. Excuse-moi. Je vois que tu as un Mac. C'est quoi le Alt sur Mac? C'est le Option. Ok, j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Ben, sûrement, si tu as sûrement un laptop, j'imagine, ça va être Alt, ben, option FN F11, hein, parce que le F11 par défaut, ça fait des affaires avec le desktop, pas avec. Puis si le Alt F11 ne fonctionne pas, il y a toujours la deuxième méthode d'aller chercher l'onglet de développeur, qui, celle-là, va toujours marcher. C'est pour ça que je monte les deux, pour être certain qu'on puisse se rendre jusqu'à l'éditeur. Merci. Excellent. Parfait. Oui. Alt F11 a fonctionné, mais peux-tu refaire le développeur, l'option? Certainement. Juste pour avoir ça en cas de problème. Fait que, il faut aller dans le menu d'options de Excel. Puis après ça, il faut aller modifier le ruban. Puis c'est l'onglet développeur qui se retrouve à droite. OK. Une fois que c'est là, on a l'onglet développeur. Puis tu as juste besoin de le faire une fois. Une fois que c'est fait sur ton ordi, c'est fait. Fait que à partir de là, tu as l'onglet développeur, premier bouton, Visual Basic. OK. Parfait.
Fait que on a ensuite notre éditeur, on veut avoir un endroit où aller écrire notre élément. Avant de faire ça, on a une question de Evelyne. Excusez, monsieur. En fait, c'est juste pour vous dire, est-ce que vous pouvez aller un petit peu plus lentement? Oui, mais le principe, c'est que j'enregistre toute la partie anyway. Fait que tu peux après ça le regarder 50 millions de fois à la vitesse que tu veux. Fait que c'est la joie d'avoir l'enregistrement. Parfait. C'est beau, merci. OK. Fait qu'on veut avoir un endroit où aller écrire notre code. Fait que on veut avoir ce qu'on appelle un module. Okay? Donc, un module en VBA, c'est un peu comme un fichier texte dans lequel je vais pouvoir aller écrire différentes instructions. C'est là-dedans que je vais aller pouvoir regrouper différents de mes sous-programmes que je vais pouvoir par la suite exécuter. Donc, comment je fais pour avoir un module? Je peux aller dans le menu d'insertion, puis aller sélectionner module. Fait que ça me crée dans mon projet un nouveau module. Puis je peux voir ici que ça vient de créer en fait une fenêtre qui est comme une espèce de fichier texte qui existe à l'intérieur de mon classeur. Donc on a ici la possibilité d'avoir plusieurs modules. Donc ça fait en sorte que je peux avoir comme différents fichiers texte qui vont chacun avoir leurs différents sous-programmes. Puis à partir de là, c'est ici que je vais aller écrire mes instructions, mon code pour aller écrire mes différents programmes. Là, ici, la chose qu'il faut comprendre, c'est que quand on va sauvegarder ça, il y a quelque chose de fondamentalement important à faire. Donc, quand je veux aller sauvegarder ça, donc je vais sauvegarder le classeur. Donc ici, le principe, c'est que qu'est-ce que j'écris dans mon éditeur va être sauvegardé dans le classeur derrière. Donc, c'est le classeur qui va garder le code avec lui. Donc, quand je vais sauvegarder ça, il faut faire une modification primordiale parce que sinon, ça ne va pas enregistrer ce qu'on a besoin. Donc, quand on a des fonctions de VBA à l'intérieur de notre classeur, il faut absolument aller sauvegarder comme un Excel Macro Enabled Workbook. Donc, un classeur avec macro en français. Puis ça va nous donner l'extension .xlsm à la place de .xlsx. Puis ça, c'est obligatoire si ça veut sauvegarder le code. Donc si tu ne mets pas ça, ça ne sauvegardera pas le code avec ton classeur, puis ça va juste enlever tout le code que tu as mis dedans. Ce qui peut être très dramatique sur un devoir, un examen, et ainsi de suite. Donc, on s'habitue à sauvegarder des Excel Macro Enabled Workbook. Parfait. Fait qu'on a notre premier module qui est prêt à recevoir nos premières instructions. Avant même de regarder c'est quoi les genres d'instructions qu'on peut faire dans Excel, on va parler des choses qui ne sont pas des instructions, parce que c'est tout aussi important. On va parler de commentaires. Donc, le principe, c'est que je peux donner des instructions à l'ordinateur qui va exécuter dans un programme, mais souvent, il va falloir avoir du texte pour un autre être humain, mais que ce texte-là n'est pas pour l'ordinateur. Donc, ça ici, c'est ce qu'on appelle des commentaires. Donc, tu sais, même principe que quand tu as un document Word, puis tu fais un review, tu peux rajouter un commentaire. Tu sais, ça ne fait pas partie du texte en tant que tel, c'est comme du texte accroché après pour un autre être humain. Fait que pour avoir des commentaires dans notre code, ici, je vais... je ne sais pas si je peux avoir ça un petit peu plus gros, peut-être. Non. Donc, on a les commentaires. Il faut que les commentaires commencent avec l'apostrophe. Donc, l'apostrophe me permet de commencer une ligne, puis après, tout ce que j'écris va être considéré comme pas pour l'ordi, c'est pour un autre être humain. Ça va être utilisé entre nous autres pour faire comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire, puis qu'est-ce qu'on est en train d'utiliser. Donc, les commentaires, c'est des choses que l'ordi ne fait pas. Comment est-ce qu'on fait ça? On commence la ligne avec un apostrophe, puis tout ce que j'écris sur la même ligne est considéré comme un commentaire, donc n'est pas considéré par l'ordinateur comme étant une instruction.
Fait qu'on va revenir sur quand est-ce qu'on veut les commentaires, pourquoi est-ce qu'on veut les commentaires, mais c'est tout aussi important les commentaires que les instructions. Fait que c'est pour ça qu'on démontre ça dès le début. Fait que là, ça serait le fun d'avoir quelque chose que l'ordi fait quelque chose. Hein? Donc, on va aller voir le principe fondamental pour écrire un programme, qui est une procédure. Okay? Donc, on va parler de sous-programme, parce qu'il n'y a pas de programme en tant que tel. Le programme, c'est Excel. Là. Fait que dans Excel, lui, il run plein de nos sous-programmes. Puis, un des types de sous-programmes qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle des procédures. Fait que, pour avoir une procédure, c'est en gros une délimitation pour dire voici un bloc d'instructions, voici une liste de choses que je veux que tu fasses pour être capable de répondre à mes critères, pour être capable de répondre à ce que je veux que tu ailles dans mon programme. Fait que, comment est-ce qu'on a ça? Ici, on va voir le principe de mots réservés. Donc, quand on travaille dans un langage de programmation comme VBA, ça a une syntaxe, okay? Ça a des mots qui veulent dire des choses spécifiques, puis je peux seulement utiliser ces mots-là pour faire les choses que je veux. Donc, pour avoir un sous-programme, ce que je vais faire, c'est je vais commencer sur une ligne quelconque avec le mot-clé sub, okay? Pour subprogram en anglais. Là. Ensuite, je vais décider du nom de mon sous-programme. Okay? Ici, le nom que je donne au sous-programme a des règles précises. On va revenir à c'est quoi les règles précises. Pour l'instant, on va juste utiliser des lettres, là, puis on va le mettre d'une manière où c'est que je peux le lire comme si c'était un mot avec des majuscules à la place d'espace. Ensuite, dans mon sous-programme, j'ai besoin d'avoir des parenthèses. Puis, on peut voir que quand j'ai cliqué sur Enter, lui, il sait qu'est-ce qui se passe. Okay? Il sait que je suis en train de débuter un sous-programme dans lequel il va y avoir des instructions. Puis, il a automatiquement mis une balise de fin, qui va être le nsub. Fait que là, en gros, ça vient de faire une barrière dans laquelle je vais pouvoir écrire mes instructions. Puis, quand je vais vouloir, je vais pouvoir exécuter les instructions qui sont dans ce sous-programme-là. Puis, il va exécuter les instructions de manière séquentielle. Fait que si je regarde, je peux avoir plusieurs sous-programmes. Le majuscule est important devant chaque mot. C'est pas obligatoire, ok? On va voir qu'on a des règles de lisibilité pour dire, ok, ben nos sous-programmes, on veut tout le temps qu'ils commencent avec une lettre majuscule, puis on veut tout le temps qu'il y ait des lettres majuscules pour séparer les mots. Ok? Donc ici, c'est des conventions plutôt que des règles. Mais on va revenir sur ces différentes conventions-là. Fait que là, on a des différents sous-programmes. La dernière chose que je vais vouloir faire, c'est exécuter le dit sous-programme. Fait que pour exécuter le sous-programme, il faut que je dise, OK, ben, je suis prête, je veux que tu exécutes tout ce qui se passe à l'intérieur de ce bloc-là ici. Il y a différentes manières d'exécuter notre sous-programme. Okay? Il y en a deux principales. En fait, trois. La première, c'est qu'on a un gentil et merveilleux Python Play qui est disponible okay, dans notre environnement. Donc, celui-ci est capable de, quand je clique sur le Play, okay, il va exécuter le sous-programme. Bon, là, quand je clique sur Play, il ne se passe rien. C'est un peu plate, mais quand tu y penses, c'est normal parce qu'en ce moment, j'ai aucune instruction. Fait que c'est normal qu'il ne se fasse rien parce que dans mon sous-programme, j'ai dit de rien faire. Fait qu'en fait, il l'exécute, mais de manière comme instantanée. À chaque fois que je clique, il ne se passe rien de spécial. On peut voir qu'il y a un raccourci okay, qui est disponible, le F5. Donc, si je clique sur F5, ça va aussi exécuter le sous-programme où mon curseur se positionne en ce moment. Une autre manière d'exécuter ça, on a dans les menus, le menu Run, qui a aussi le Python Play avec le F5 qui est aussi disponible. Même principe, okay, ça va exécuter où c'est que j'ai mis mon curseur. Ici, il faut faire attention quand j'exécute parce que ça va exécuter le sous-programme où j'ai mis le curseur. Ça ne dérange pas où je l'ai mis, je peux le mettre au début et à la fin du sous-programme, c'est pas problématique. Mais si je le mets à l'extérieur dans mon module de mon sous-programme, quand je vais cliquer sur Play, il va faire « Yo,
là, je ne sais pas lequel que tu demandes d'exécuter, là, parce que ton curseur il était à l'extérieur de tous tes sous-programmes. Fait que là, il va me donner une liste des sous-programmes. Puis à partir de là, je peux quand même cliquer sur Run, puis l'exécuter comme le restant. Donc, on a notre premier programme qui a exécuté. Bon, il faisait rien, mais on est capable d'exécuter des programmes en VBA dans notre éditeur derrière Excel. OK. Fait que là, on a nos programmes, ils font rien. Ça serait le fun qu'ils fassent quelque chose. Avant d'être capable de faire quelque chose de tangible, il va falloir aller regarder deux concepts fondamentaux. Fait que le premier concept, c'est le principe de variable. Donc, dans mes instructions que je vais créer dans mon programme, la majorité du temps, je vais vouloir sauvegarder des informations, parce que le but habituellement de programme, ça va être de résoudre des problèmes avec des natures numériques. Fait que de calculer telle affaire, de multiplier telle autre affaire, de déterminer si ça c'est bon ou pas. Donc, tous ces éléments-là, il faut être capable de les sauvegarder dans la mémoire pour être capable de les réutiliser par la suite. Fait qu'on a le principe de variable qui va venir nous aider à sauvegarder des informations dans notre programme. Fait que quand on veut utiliser des variables, ça vient en 3 sections différentes. La première, c'est pour être capable d'utiliser une variable, il faut que je la déclare dans mon programme. Donc, je fais ça, je dois faire ça au début de mon sous-programme. Okay? Donc, pour chaque sous-programme, tu vas pouvoir avoir des variables différentes. Puis, à chaque fois que je veux utiliser une variable, il va falloir que je la déclare. Donc, la déclaration, il va y avoir 3 informations qui viennent avec. Donc, il va y avoir le nom de la variable. Okay? Comme en gros, dans l'espace mémoire, moi, j'y donne un nom. Okay? J'y donne comme un espèce de titre qui va se rappeler par la suite. Donc, le nom de la variable. Ensuite, il va y avoir le type de la variable. Okay, donc, on va voir que certaines variables peuvent sauvegarder certaines données. Fait que si je veux sauvegarder des chiffres, ça va être un certain type de variable. Si je veux sauvegarder du texte, ça va être un certain type de variable. Si je veux sauvegarder des choses qui sont vraies ou fausses, ça va être un certain type de variable. Donc, les différents types peuvent seulement stocker qu'est-ce qui leur type. Puis, il va falloir déclarer le type de la variable. Puis, finalement, il va y avoir le principe de valeur rattachée. Donc, je peux dire que j'ai une variable x, que c'est un type qui va avoir une valeur numérique entière à l'intérieur, puis que ça va être la valeur 14. Donc, on va commencer avec la déclaration de variable, qui va me permettre de définir le nom de la variable et son type. Fait que quand on fait une déclaration de variable, ici on peut voir que quand j'écris mes sous-programmes, je peux mettre autant de lignes vides, ça ne dérange pas, okay? Donc je peux agencer ça pour augmenter la lisibilité au maximum. Puis à l'intérieur, je vais aller écrire le mot-clé de déclaration de variable, c'est dim. Donc encore une fois, dans la syntaxe de VBA, il faut avoir des mots-clés qui sont reconnus par VBA. Dim, c'est le début d'une instruction qui déclare une variable. Fait que ensuite, je peux aller chercher le nom de la variable. Donc là, c'est moi qui décide c'est quoi le nom de la variable. Je peux l'appeler X comme Y comme patate. On va aller voir c'est quoi les règles qui définissent les noms de variables possibles. Mais pour l'instant, on va juste marquer X. Ensuite, deuxième mot-clé, j'ai besoin de marquer as. Donc, cette variable x-là, c'est de tel type. Donc, qui est 1. Le as, c'est qui est 1 en français. Qui est un quoi. Puis là, je vais avoir un type à écrire. Donc, on a différents types. On va voir c'est quoi dans quelques instants. Pour l'instant, on va juste faciliter la tâche. On va utiliser le type qui est le plus utilisé, qui est le integer pour des entités numériques entières. OK, fait que genre 5 ou 14 ou moins 25. Donc, ça ici, ça vient de déclarer une variable qui s'appelle x, puis qui va être une valeur numérique entière. On n'a pas encore touché à la valeur derrière la variable, mais ça s'en vient par la suite. On va parler un peu plus de qu'est-ce qu'on peut faire avec les variables. Donc,
Ça, c'est tout ce que j'ai déjà dit. Donc, pour les noms de variables, en fait. Donc, est-ce que l'alignement est important ici? Parce que je vois que tu l'as aligné. Seulement pour la lisibilité. Donc, on va voir comment optimiser la lisibilité au prochain cours. Mais le principe que pour l'instant, c'est tu le fais comme ça semble être correct, puis on va regarder ça au prochain cours pour pas trop avoir d'affaires à faire en même temps. Mais ça ne change rien. Donc, je pourrais très bien avoir cette même affaire-là ici. Ça fait le même programme. Mais là, c'est plus facile de voir que c'est à l'intérieur du sous-programme. T'sais. Fait que le nom de la variable est à notre discrétion, mais il y a des règles. On ne peut pas écrire n'importe quoi. Donc, les règles, c'est que j'ai le droit d'avoir des lettres, j'ai le droit d'avoir des chiffres, puis j'ai le droit d'avoir le underscore comme nom de variable. Donc, quand j'utilise des lettres, ça peut être soit des minuscules, soit des majuscules, puis des chiffres, des underscores. J'ai une deuxième règle qui est que le premier caractère, faut que ce soit une lettre. OK? Fait que j'ai pas le droit de commencer un nom de variable avec un chiffre, j'ai pas le droit de commencer un nom de variable avec un underscore, j'ai juste le droit de commencer avec une lettre. Fait que des lettres, des chiffres, des underscores, faut que ça commence avec une lettre. À partir de là, tout le restant est à notre discrétion. C'est les mêmes règles quand on écrit les noms des sous-programmes. En fait, ce qu'on va dire, c'est, on appelle ça des identificateurs. Puis les identificateurs, n'importe quoi que je décide c'est quoi le nom, c'est les mêmes règles. Donc, on revient à X pour l'instant. Fait que dans les choses importantes à bien se souvenir, là, c'est que il n'y a pas de point, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de point d'exclamation, il n'y a pas de trait d'union. Okay? Je n'ai pas le droit de rien mettre ça comme nom de variable. On veut aussi essayer d'éviter les caractères spéciaux de la langue française. Là, fait que pas d'accent aigu, pas de cécédille, okay? Pas d'apostrophe, pas rien de ça. Des lettres, des chiffres, le underscore. Ensuite, on a différents types qu'on peut avoir. Donc, celui qui est le plus utilisé, ça va être le integer pour des nombres entiers. Okay? Mais il y a des limites. Si on regarde ici, c'est pour les nombres qui vont de moins 32 768 à 32 767. Pourquoi un nombre si bizarre? C'est que derrière, dans l'ordinateur, il est juste capable de sauvegarder des choses avec des 0 puis des 1. Okay? Puis dans une représentation binaire, dans une représentation de 0 puis de 1, 32 767, okay, c'est 8 1, un à côté de l'autre. Okay? Fait que pour lui, c'est comme le nombre maximum qu'il peut avoir à l'intérieur de 8 unités de sa mémoire. Si on a besoin d'un nombre entier plus grand, hein, donc en passant, c'est des nombres entiers, fait que pas de fraction ici, on a le long qui est de 2, 1, 4, 7, 4, 8, bien plus gros, mais il est moins performant. Fait que habituellement, tant que ça rentre dans les integers, on va utiliser ce type-là pour les nombres entiers. Quand c'est pas un nombre entier, ben on va avoir le double. Donc le double va être capable de sauvegarder des nombres qui vont être fractionnaires. OK? Puis c'est de 10 à la... Oh, c'est 308, ça a fucké dans ma présentation. Donc c'est moins 1.7 blablabla fois 10 à la 308. Puis de 1.7 fois 10 à la 308. Là, ici, une question que vous pouvez vous poser, c'est « OK, Hugo, c'est facile, mais ça semble être beaucoup plus gros que qu'est-ce que tu viens de nous montrer avec les entiers. Là. Fait que pourquoi est-ce qu'on ne fait pas juste utiliser des doubles tout le temps? » La problématique avec ça, parce que c'est tout le temps des bémols, tout le temps des problématiques en informatique, c'est que la manière de sauvegarder des valeurs réelles, okay, avec des fractions, c'est avec une marge d'erreur. Okay, ça fait en sorte que si j'essaie d'utiliser des doubles, puis j'essaie de faire, admettons, genre 0.3 plus 0.3 plus 0.3 plus 0.1, ben ça donnera pas 1. Parce que pour lui, quand il écrit 0.3, c'est comme 0.29999999998. Fait que quand il fait des arrondissements comme ça cause beaucoup de problèmes avec les valeurs entières qui peut complètement fucker nos programmes. Fait que quand on est en train de sauvegarder
quelque chose qui peut juste être un entier, un nombre d'élèves, ben, je vais utiliser les integers. On a deux autres types qui ne sont pas des types numériques. Le premier type non numérique, c'est les strings, qui est la version anglophone de chaîne de caractères. En gros, c'est du texte. Donc, quand je veux aller écrire, mettons, le mot « allô » ou le mot « bonjour » ou quoi que ce soit d'autre, je peux utiliser une chaîne de caractères. Ici, pour représenter les chaînes de caractères, on va utiliser des doubles guillemets. On va voir comment les utiliser dans quelques instants quand on va essayer de différentes variables. Puis finalement, on va avoir une valeur qu'on dit boolean, donc une valeur booléenne, qui représente une valeur logique de vrai ou faux. Donc, ça peut juste être soit vrai, soit faux. C'est la seule chose que ça peut sauvegarder à l'intérieur. Maintenant qu'on sait ça, on va aller regarder comment assigner des informations à ces variables-là. Fait qu'on a déclaré notre variable. Pour assigner quelque chose à la variable, je vais utiliser l'opération d'assignation. L'opération d'assignation, c'est le nom de la variable à gauche égale une expression quelconque à droite. Ici, quand j'écris ça, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça prend la valeur x, puis ça l'écrit 5 à l'intérieur. Hein? Facile? Donc, cette assignation-là peut aussi se faire à même la déclaration. Fait ici, si j'aurais et blablabla. J'ai-tu... Ah ouais, parce qu'il faut qu'il soit plus bas. Whoop. Ah non, c'est vrai, la déclaration en même, c'est juste avec les constantes. C'est plus tard, ça. Je me suis gouré. Ici, on a quand même les Y, juste pour montrer les différentes possibilités. OK. On va avoir ici... Donc, quand je veux sauvegarder, admettons, une valeur textuelle, donc ça va être une chaîne de caractères, il va falloir utiliser les doubles guillemets. Donc, les doubles guillemets me permettent de délimiter une partie que j'ai « Hey, ça, c'est du texte que je veux sauvegarder quelque part. » Ça ne fait pas partie de mes instructions normales. Là, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand on fait des assignations, la partie de droite, c'est une expression. Ce que ça veut dire, ça, c'est que ça va trouver c'est quoi la réponse. Ça va évaluer l'expression. Puis vous allez voir, en informatique, là, il y a beaucoup de lingots, il y a beaucoup de mots-clés qui ne veulent pas dire grand-chose, mais qui existent pour garder nos jobs, parce que sinon, le monde verrait que l'informatique, c'est facile, puis que n'importe qui peut faire ça. Fait que à droite, en ce moment, ce que je suis en train d'écrire, c'est on dit que c'est une expression, mais en gros, c'est juste quelque chose qui peut donner une réponse. Quelque chose qui va me donner une valeur à la fin, quelque chose qui va me donner... Fait que je peux avoir des opérations mathématiques. OK? Fait que qu'est-ce qui va se passer ici? Ben, ça va évaluer cette expression-là, 5 plus 2, ça va me donner 7, puis c'est le résultat 7 qui va être assigné dans la partie à gauche. Ici, extrêmement important, dans l'assignation, la variable dans laquelle je veux assigner le contenu est toujours à gauche, puis l'expression qui va être évaluée est toujours à droite du égal. Pourquoi? Parce qu'on va aller chercher une dernière... un dernier petit exemple. Ici. Donc, si je regarde, je peux me demander avec un commentaire, comme ça, c'est pas une instruction. Donc, quand je vais exécuter ce programme-là, en passant, je peux l'exécuter, je peux cliquer sur le play. Là, en ce moment, la problématique, encore une fois, il ne se passe rien, entre guillemets, parce que quand je l'exécute, il fait toutes ces instructions-là, mais il n'y a aucune manière d'afficher la réponse en ce moment. Donc, il va toutes les faire à une vitesse fulgurante, parce que c'est un ordinateur. Les ordinateurs, ça fait les choses extrêmement vite. Mais ça ne me dira pas c'est quoi. Fait qu'on peut juste essayer de le voir dans notre tête, qu'est-ce que ça va donner, cette affaire-là. Fait que, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on exécute un programme, le programme se fait de manière séquentielle. Fait que ça veut dire que je déclare mes variables,
je commence ici, j'ai mon X qui vaut 5, j'ai mon Y qui vaut 23.3, puis quand je reviens ici, je vais écraser l'ancienne valeur que j'avais dans X. Donc, lui, il va trouver que X, ça vaut 7 à ce point-ci. OK? Puis, ça va écraser l'ancienne assignation que j'ai faite préalablement. Fait que, rendu ici, on a un X qui est égal à 7. Puis, autre chose qui se passe ici, dans mon expression, dans la partie de droite, j'utilise une variable que j'ai déclarée, que j'ai assignée précédemment. Qu'est-ce qui se passe quand j'utilise une variable dans une expression? Ben, ça va aller chercher la valeur de cette variable-là, okay, à ce moment-là. Donc, ici, ça va prendre le 7 qui a été calculé ici, ça va faire le plus 1.5, ça va me donner 8.5, fait que ici, ça me donne 8.5 dans mon Y. Puis, il faut comprendre... Oui. Juste une petite question. Les deux guillemets, là, comment tu as fait pour trouver ça? Parce que moi, j'ai fait Shift, puis le Python qui a les deux guillemets, là, puis on dirait que ça me donne... C'est un clavier francophone, ça devrait être Shift 2. Shift 2. Puis au pire, si vous ne trouvez pas, vous avez la possibilité d'ouvrir ce qu'on appelle le on-screen keyboard. Fait que si tu vas chercher... Attends, je vais chercher on-screen. Et voilà. Fait que, Shift 2, ça me donne à commercial. Ouais. Si tu... Parce que ça va dépendre de la configuration de ton clavier, de la langue de ton Windows. Fait que ce que tu vas aller ouvrir, c'est une application qui s'appelle le on-screen keyboard. Puis le on-screen keyboard va avoir toutes les lettres, OK, puis tous les modificateurs que tu peux avoir. Puis à partir de là, tu peux voir quelle touche va faire quoi. Fait que si je paye sur Shift en ce moment, je peux voir que moi ici, mon guillemet, il est ici, parce qu'en ce moment, mon clavier est en anglais. OK? Si je paye sur CTRL ALT ou un Shift, OK, ou n'importe quoi ici, je peux voir les différents changements de sigle qui va se passer avec le on-screen keyboard. Fait que avec ça, tu peux trouver ton double guillemet. Alright. Parfait, on continue. Donc, on parlait ici de l'assignation de X, l'utilisation de X dans notre expression, qui va aller prendre la dernière valeur que X avait pour aller la mettre à l'intérieur ici. OK, fait que ça va me faire le 7 plus 5, ça me donne 8.5. Et dans notre Y, on va avoir 8.5. Il faut comprendre que les assignations, c'est pas des règles mathématiques. OK, fait que si je demande à ce point-là que vaut Y ici, ben, on a ici calculé que ça, c'était 7 plus 1.5. Une fois que c'est fait, OK, l'ordinateur, lui, il ne va pas revenir en arrière. Fait que même si je change la valeur du X par la suite, ça reste 8.5 pareil. Donc, l'ordinateur, quand il va exécuter notre programme, il le fait d'une manière séquentielle. OK? Lui, la seule chose qu'il connaît, c'est l'instruction courante, puis les valeurs dans la mémoire à ce moment-là. Il ne sait pas ce qui est arrivé avant, il ne sait pas ce qui va arriver après. OK? Il est très zen. Il vit dans le moment présent. Fait que ça, c'est le principe de variable, puis le principe d'assignation de variables. Donc, on est capable de déclarer des variables qui vont nous sauvegarder de l'information. Puis après ça, on est capable d'aller y assigner des valeurs, aller y rajouter de l'information qui va être capturée puis que je vais pouvoir utiliser dans mon programme. Là, par exemple, c'est un peu plate notre affaire, on n'a rien qui est fonctionnel. Hein? On n'a rien qui est capable d'afficher quoi que ce soit. Fait qu'on va aller regarder le principe d'affichage et de saisie. C'est ça qui va faire en sorte qu'on va avoir une rétroaction de notre programme. Fait que la première chose qu'on va aller regarder, c'est le principe de boîte de message, de boîte de dialogue, okay, qu'on appelle un message box. Donc, le message box, son principe, c'est que quand je vais rouler un programme qui contient un message box, ça va m'afficher une fenêtre de dialogue avec du texte à l'intérieur.
Fait que on a deux manières de l'utiliser. Fait que la première, c'est avec MessageBox, un espace avec qu'est-ce que je veux afficher. Là, ici, je vais afficher du texte. Hein? Fait que si c'est du texte pur, ça va être une chaîne de caractères, je le délimite avec des guillemets. Puis, là, ici, quand je vais cliquer sur mon play, pour la première fois, on a de l'interaction vraie, là, réelle avec notre programme. On voit que le play, ça fait quelque chose. Il s'est passé quelque chose dans mon programme. On a une deuxième méthode, là, vous allez pouvoir l'interchanger comme vous voulez, ça ne dérange pas. Je reviens à la question de Sylvain dans un instant. Juste démontrer ici, avant ça, le principe de exécution séquentielle. Fait que si j'ai deux boîtes de messages, avec les deux manières de l'invoquer, quand je vais exécuter ça, on a le premier message qui est exécuté en premier, le deuxième message qui est exécuté en deuxième. Hein, fait qu'il va séquentiellement. Fait que Sylvain demande, là ici, tu es en train d'écrire des choses dans un deuxième sub, un deuxième sous-programme, une deuxième procédure. Tu as déclaré un paquet de variables ici. Est-ce qu'ils se connaissent entre les deux sous-programmes? Excellente question. Non, ils ne se connaissent pas pantoute. Donc, les deux sous-programmes sont des environnements complètement exclusifs. Fait que si je voudrais recommencer à utiliser des variables X ou Y, il faudrait que je les redéclare une nouvelle fois dans ce deuxième sous-programme-là. Donc, les sous-programmes sont complètement isolés. On va revenir là-dessus plus en détail dans 2 semaines, mais pour l'instant, chaque sous-programme est vraiment son propre environnement. Okay? Si tu veux utiliser une variable à l'intérieur, il faut que tu déclares à l'intérieur de ce sous-programme-là. Donc, on est capable d'écrire des messages textuels. On est aussi capable d'écrire des messages numériques. Okay? Donc, ici, je vais me faire un petit message box. Puis, je vais écrire une expression. Donc, quelque chose qui va me donner une réponse. Fait que, ici, si j'essaie ça, hein, j'ai message box 3 plus 5. Je peux voir que ça me donne 8. Hein? Ça ne m'a pas affiché 3 plus 5. Ça m'a affiché le résultat de l'opération. Si j'aurais voulu que ça m'affiche le texte 3 plus 5, hein, j'aurais pu le mettre entre guillemets. Hein, parce qu'on a vu que des doubles guillemets, ça représente des chaînes de caractères, des valeurs textuelles qui ne sont considérées que comme du texte. Donc si je fais le message box avec ça, ça me fait le 3 plus 5. Mais là, le fait que ça, c'est une expression, ça rouvre beaucoup de portes. Parce qu'on est capable de aller dire, ben, OK, si je mets Y ici, ça ne sera pas le texte Y parce que ce n'est pas entre double guillemets. Ça va aller chercher, en fait, le contenu de la variable Y, puis c'est ça qui va faire afficher à l'écran. Fait que là, on peut confirmer qu'effectivement, à la fin de mon programme, le Y était bien de 8.5. On a ensuite, si je fais un deuxième message box, je peux faire afficher le X à ce point-là. Donc, à la fin de mon programme, je fais mon F5. J'ai le 8.5 de mon Y. Puis je peux voir qu'à ce point-là, mon X était rendu à 2. Parfait. Fait que on a le principe de boîte de messages, on a le principe que je peux afficher du texte, on a le principe que je peux afficher des éléments qui seront évalués, des expressions. Ce qu'on veut rajouter avec ça, c'est le principe d'un message qui va avoir du texte et des éléments évalués. Là, ici, dans les diapositives, okay, c'est des diapositives qui datent de bien des lunes, dans le temps où c'est qu'on était dans des classes avec des ordinateurs, puis que je pouvais vous voir travailler. Donc, dans les diapositives, il y a des exercices à faire durant la période de cours. Habituellement, je donnais du temps, puis j'allais vous voir un par un. Dans le contexte en ce moment, puis avec la taille de classe qu'il me donne, parce qu'il m'en donne plus, parce que ça a l'air que plus que vous ne fittez plus dans une classe, on peut juste remplir la classe plus.
Comment ça va marcher? Ben, c'est qu'une fois que je vais avoir fini la partie magistrale, vous allez pouvoir faire les différents exercices que je donne à travers la période. Ces exercices-là, les solutions sont sur le site de cours. Donc, dans la partie cours, il y a solutions des exercices. C'est les solutions des différents exercices qu'on vous demande à chaque élément. Parfait. Fait que ça, vous allez pouvoir faire ça par la suite. Fait que on veut... Comment que tu as fait pour rouler le message box pour que ça apparaisse dans Excel comme que tu as fait tantôt? Fait que quand on veut exécuter un de nos sous-programmes, on peut cliquer sur le bouton Run quand notre curseur est à l'intérieur du dit sous-programme. Donc, avec Run, une fois qu'il est à l'intérieur, c'est là que le message box va apparaître. Parce que moi, ça me dit c'est un duplicate... Ici, il faut faire attention parce que ça se peut que si tu nommes tes sous-programmes de la même manière, ça va fucker. Fait que fais attention, tous tes sous-programmes, il faut qu'il y ait des noms uniques. Même principe pour tes variables, et ainsi de suite. J'ai fait exactement la même chose que toi. Je peux te gager 500 000 $ que non. Mais pour l'instant... Ça me dit 12 duplicate, puis ça met sub premier sous-programme en jaune. Ouais, c'est ça. Fait que tu as 2 fois le mot sub premier sous-programme à l'intérieur de ton module quelque part. Tu as créé 2 sous-programmes du même nom. C'est noir sur blanc que j'ai pas mis 2 là. Puis au pire, c'est correct. Après, quand j'aurai fini la partie magistrale, ok, il nous reste un autre 20 minutes, moi je vais vous mettre dans des différentes salles, puis si vous avez des problèmes pour essayer de les faire, les exemples, les exercices, moi je peux venir vous voir après ça individuellement pour travailler avec ça. Ok, c'est bon. Excellent. Fait que là, autre chose qu'on veut souvent faire, c'est avoir du texte et des évaluations numériques, okay, des évaluations d'expression. Fait qu'ici, j'aimerais ça que ça dise, mettons, genre valeur de Y, puis qu'après ça, ça l'affiche le Y. Pour être capable de prendre une partie textuelle, puis la coller à quelque chose d'autre, on va utiliser le et commercial. Donc, le et commercial va me permettre de avoir une partie en premier, puis ça ici, c'est comme de la colle, okay, qui va faire en sorte que ça va venir coller l'autre partie après avec le texte. Puis je peux avoir d'autres éléments de collage à l'intérieur. Okay? Donc, autre texte. Et quand j'essaye celui-là, ça va donner, valeur de Y, la valeur, puis après ça, du texte additionnel. Donc, on est capable de avoir des boîtes de messages qui sont le fun, puis qui vont nous montrer qu'est-ce qu'on est capable de faire. Fait que là, on est capable d'avoir des valeurs, on est capable de faire des opérations numériques avec, puis on est capable de faire afficher le résultat de cet élément-là. La dernière chose qui nous manque pour faire des programmes complets, c'est d'être capable d'insérer des valeurs dans notre programme de l'extérieur. Parce que là, en ce moment, j'ai juste littéralement écrit les différentes valeurs, mais souvent, je veux un programme qui est plus dynamique, qu'à chaque fois, ça va être une nouvelle valeur, que je veux pouvoir y dire, ben, cette fois-ci, c'est cette valeur-là, puis cette fois-ci, c'est cette valeur-là. Donc, on a le message box pour faire afficher de l'information à notre utilisateur. Ben, inversement, on a le input box. Donc, le input box va me permettre d'avoir une boîte de dialogue dans laquelle je vais pouvoir taper de l'information. Donc, on va tout de suite aller voir une version qui nous permet de chercher des valeurs numériques. Fait que ici, pour avoir ça, j'écris val, input box. Puis là, je mets du texte qui va être affiché dans la boîte de dialogue. Fait que j'ai dit entrer un nombre, s'il vous plaît. OK, donc on peut voir ici qu'on a des paires de parenthèses qu'il faut qu'ils s'ouvrent puis il faut qu'ils se ferment. Donc, il faut que ça soit écrit comme ça. À l'intérieur, le message texte, ça, c'est vraiment notre discrétion, par exemple.
On va voir pourquoi on écrit ça dans les prochains cours. Pour l'instant, on fait juste prendre ça pour du cash. Fait qu'est-ce qui arrive quand j'écris ça? Je vais avoir une boîte de dialogue. Puis dans la boîte de dialogue, on va avoir ici un endroit où je peux aller écrire une valeur quelconque. Puis à ce point-là, je peux aller écrire une valeur. Puis cette valeur-là va être assignée, OK, à notre élément qu'on avait comme élément d'assignation. Fait qu'on peut voir ici que c'est comme une assignation, mais à la place d'être une expression, c'est OK, le input box pour des valeurs. On a aussi la possibilité de faire un input box pour juste des chaînes de caractères. Donc, si on vient ici, on va se dire, je veux sauvegarder une chaîne, puis la chaîne, je veux utiliser le input box. OK. Puis après ça, je peux utiliser qu'est-ce qu'on a vu tantôt avec le e-commercial, avoir une partie de texte, puis là, ça va prendre le résultat que j'ai sauvegardé ici, puis ça va l'afficher dans le message box. Fait que là, je vais avoir un programme qui est purement interactif. Ça me demande de rentrer un message. Allô la gang. Je clique sur OK, puis je peux voir que le message a été renvoyé dans le message box par la suite. Fait que on est capable de déclarer des variables, on est capable d'assigner des valeurs à l'intérieur de ces variables-là, on est capable d'afficher le résultat de ces variables-là, on est capable de les assigner avec des saisies dynamiques. Fait qu'avec ça, on est vraiment capable de créer des programmes qui sont moyennement complexes. La dernière chose qu'il faut être capable de voir, c'est la prise de décision. Donc, la prise de décision, ça va être le premier gros concept de programmation qui va me permettre de faire des programmes qui sont vraiment dynamiques. Pour dire, ben, si telle affaire va faire telle chose, sinon va faire telle autre chose. Avant de se rendre là, par exemple, il faut prendre un petit croche pour aller voir le principe d'opérateur. Donc, le principe d'opérateur, c'est quelque chose qu'on connaît habituellement, les opérateurs arithmétiques. Hein? J'ai écrit plus ici, là. Puis j'ai assumé que tout le monde savait qu'est-ce qui se passait là, hein, que c'était une addition. C'est pas mal de mise. Donc on a des opérateurs arithmétiques, hein, qui sont l'addition, la soustraction, la multiplication, hein, puis la division avec le slash. Puis on a le petit chapeau qui va faire la puissance. OK? Parfait. On a aussi la possibilité d'avoir des opérations entières. Donc, on va faire un petit test. Ici, je vais faire 29 divisé. Oups, il faut quand même que j'ai un message box. Je vais dire 29.5 divisé en 10. OK? Donc, si on essaie ça, on voit que ça me donne 2.95. Hein, c'est pas mal qu'est-ce qu'on s'attendait. On a 29.5 divisé en 10, ça me donne 2.95. Rien de spécial là-dedans, c'est une division. Mais on a la division entière. La division entière va utiliser pas le forward slash, mais le backward slash. Donc, le backward slash va me permettre de prendre la division puis juste garder la partie entière. Donc, en gardant juste la partie entière, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va tronquer le restant. Puis ça me donne, là ici, en plus, ça l'a arrondi, là. Mais c'est, mettons, je mettais ça dans une variable. Parce que quand tu le mets, il va essayer de faire des choses tout seul. Et ici, il l'arrondit tout seul.
Ça, c'est correct, ça, c'est correct. Mais le principe, c'est que on... mettons, j'essaie de y aller avec quelque chose de même. Ouais. Fait qu'ici, même principe, on a le 29 division entière de 10. Hein? Fait que, habituellement, ce serait supposé donner 2.9. Ben, ici, quand je fais 29 division entière de 10, ça va couper la partie fractionnaire, ça va enlever le 9, puis ça va me donner juste le 2 tout seul. OK? Donc, on a la division entière qui est capable de faire ça. On a aussi l'opérateur... Attends, on va mettre l'intégré ici. On a aussi l'opérateur modulo. L'opérateur modulo, ça va me trouver le restant de la division. Fait que, on va essayer ça ici. Fait que le principe du modulo, c'est de dire, si j'essaie d'enlever le plus de fois possible ma deuxième valeur de ma première, en restant positif, qu'est-ce que ça va me donner? Fait que si j'essaie d'enlever le plus de fois possible 5 dans 14, pour que ça me donne un nombre qui reste non négatif, ok? Donc 0 ou plus grand. Fait que je peux enlever 2 fois 5 dans 14, hein? Donc je peux enlever 10, il va me rester 4, puis 4, c'est la réponse du modulo. Ok? Fait que, mettons que j'essaye, même principe, j'essaye, mettons, 22 modulo 10, j'essaie d'enlever le plus de fois possible 10 dans 22 en restant non négatif. Ça me donne 2. Si je tombe pile dessus, ok, ben ça va juste me donner le 0. Ok? Donc, on a l'opérateur modulo qui me permet de trouver le restant après une division. Qu'est-ce qui est plus intéressant, puis c'est ça qui va nous permettre de prendre des décisions, ça va être les opérateurs de comparaison. Donc, les opérateurs de comparaison vont me permettre de comparer deux chiffres. Donc, les opérateurs de comparaison, on les connaît déjà. Là. Plus petit, plus grand ou égal, plus petit ou égal, Donc, si je dis, est-ce que 4, c'est plus grand que 10? Là, qu'est-ce qui est nouveau? C'est que quand je vais exécuter ça, ça va me donner une réponse. Une réponse qui est booléenne. Donc, une réponse vrai ou faux. Donc, le principe, c'est que je peux utiliser des comparaisons pour dire est-ce que quelque chose est vrai ou quelque chose est faux. Puis là, évidemment, les opérateurs de comparaison, je peux les utiliser avec des variables. Fait que ici, on a ça ici. Puis là, je peux mettre x à la place. Puis ça va regarder est-ce que le x est plus petit que le 10. OK? Donc, si je change la valeur de x, on voit que ça change la dynamique de la comparaison. Fait que les comparaisons me permettent de déterminer quelque chose qui est vrai ou faux par rapport à ce qui est en train d'être comparé. Donc, on a le plus grand, on a le plus petit, on a le plus petit ou égal, on a, fait que plus petit ou égal, ok, même principe. On a l'égalité tout seul que je peux checker. Donc, est-ce que x est égal à 10 en ce moment? Non. On en a un qui est spécial, qui est le différent de. Donc, en fait, c'est l'inverse de l'égalité. Est-ce que x est différent de 10 en ce moment? Ben, x est 15. Est-ce que 15 est différent de 10? Oui. Donc, ça devient vrai. Donc, les opérateurs de comparaison me permettent de faire des comparaisons avec les signes de comparaison, puis on est capable d'aller avancer avec ça. Parfait. Fait que, dernier point d'aujourd'hui, on va parler des structures de contrôle. Comment est-ce qu'on fait pour prendre des décisions dans notre code? Donc, les structures de contrôle, ça va me permettre de changer le flow d'instructions, la séquence d'instructions habituelle. Fait que la première structure de contrôle qu'on va voir, c'est la conditionnelle if. Donc, la conditionnelle if, on va venir l'écrire en haut ici. Parfait.
Donc, on va commencer juste avec un setup de base. On va mettre une valeur là-dedans. Puis, on va regarder le principe de la conditionnelle. Donc, on va aller regarder la version la plus généralisée. Puis après ça, on va essayer de faire des modifications avec. Donc, le if, comment est-ce qu'on écrit ça? On commence avec le mot-clé if. Donc, c'est comme un si. Okay? Donc, si telle condition, on va faire des choses. Fait que ici, je peux dire si le x est égal à 10, alors, donc ici, le mot-clé if est obligatoire, le mot-clé then est obligatoire, puis après ça, il faut avoir une comparaison, quelque chose qui donne quelque chose de vrai ou faux. Puis, à l'intérieur, on va avoir pas d'accent. Donc, on peut avoir des instructions. On peut en avoir d'autres ici. Là. On peut avoir autant d'instructions qu'on veut. Puis, quand on a fini, on a le NIF. Ici, je vais aussi mettre un autre message box. Par principe. Fait que, si je regarde, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Je vais commencer mon programme. Je déclare ma variable. Je dis que ma variable, c'est égal à 8. Puis là, je dis, est-ce que ma variable est égale à 10? Bien, en ce moment, ma variable n'est pas égale à 10. Fait qu'est-ce qui va se passer? Il va sauter par-dessus le bloc de la conditionnelle. Fait qu'il va juste continuer rendu ici. Fait que si je roule cette partie-là, je peux voir que la boîte de messages qui était dans mon if n'a pas été exécutée. Il a sauté par-dessus, puis il a juste été à la fin de mon programme. Si je change la valeur à l'intérieur de ma variable pour faire en sorte que la condition soit vraie, ce coup-là, ben, qu'est-ce qui va se passer? Vous pensez? Ben, il va aller exécuter les instructions qui sont à l'intérieur de la conditionnelle. Donc, on a ici les instructions qui sont à l'intérieur de la conditionnelle qui sont exécutées. Puis après ça, il continue normalement. Fait qu'on peut voir qu'on a quand même le message de notre fin de programme. Fait que, on a ici notre conditionnel dans sa forme la plus basic. Le if, le then. On a une condition entre les deux qui me donne quelque chose de vrai ou faux. Okay? Habituellement avec les opérateurs de comparaison, plus petit, plus grand, différent de, égal à. On a des instructions qui vont être exécutées si la condition est vraie. Puis on a ici la fin du bloc conditionnel. Donc, toutes les instructions que je mets entre ces deux balises-là vont être exécutées seulement si la condition est vraie. Si la condition est fausse, on saute par-dessus de tout. Fait que ça, c'est la version de base. On a des éléments optionnels. Okay? C'est comme acheter un char de base, là, ça fait pas tout ce que tu veux. Là. Si tu veux les chaises chauffantes, il faut en avoir plus. Fait que la première option qu'on va voir, c'est le principe du else. Fait que on a un premier bloc d'exécution qui va dire si la condition est vraie, ça reste pareil. Mais là, on va avoir un deuxième bloc qui va être délimité avec le mot-clé else. Puis, quand je vais faire ça, si la condition est fausse, ben, il va sauter par-dessus le premier bloc, mais il va aller faire le bloc à l'intérieur du else. Fait qu'ici, on va essayer, voir différentes, qu'est-ce que ça donne dans l'action. Fait que je déclare ma variable, je dis que ma variable est égale à 10. Est-ce que ma variable est égale à 10? Oui, ben ça devrait faire ce message-là. Puis ça devrait sauter par-dessus celui-là. Fait que si je regarde ici, ça me dit effectivement égalité. Puis ça continue normalement, ça me donne mon arrêt de programme. Si je change cette valeur-là, puis je mets quelque chose qui est différent de mon if, qu'est-ce qui va se passer? Ben, j'ai la déclaration de ma variable, j'y assigne un élément, puis ce coup-là, ce n'est pas la valeur 10. Fait qu'il va sauter par-dessus ce premier bloc d'instruction-là. Il ne fera pas ce message-là, il va aller dans le else, puis c'est ce bloc d'instruction-là qui va aller exécuter. Fait que si je le regarde,
je peux voir que ça donne bien pas égalité. Ça l'a sauté par-dessus le premier message box. Puis après, quoi qu'il advienne, ça continue quand même, OK, dans l'autre d'après. On a une autre option de disponible. On a le else if. Donc le else if a besoin d'une autre condition. Puis il faut le mot-clé then par la suite. Donc on a quand même le if, donc la partie de base est quand même là, on a quand même le end if, mais là comme deuxième bloc, on a le else if, puis on a une autre condition. Fait que là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va essayer la première. Si la première est bonne, il va continuer, il va la faire dedans comme d'habitude. Puis si elle n'est pas bonne, il va aller essayer la deuxième. Fait que si j'essaye mon programme en ce moment, il va essayer la première, elle sera pas bonne, il va aller essayer la deuxième, elle sera pas bonne non plus, fait qu'il va juste sauter par-dessus les deux. On a juste notre fin de programme qui est exécutée. Puis si je change le contenu, ça peut sauter par-dessus le premier, mais ça va pogner le deuxième, puis on va voir que ça dit que ça n'a pas d'égalité. C'est plus le bon message, là. On va dire égal à 4. Qu'est-ce qui est intéressant avec le else if, c'est qu'on peut en avoir plusieurs. Puis à ce point-là, ben, si c'est n'importe quel, ok, il va essayer le premier, si ça marche pas, il va essayer le deuxième, si ça marche pas, il va essayer le troisième, ok. Puis on peut voir que ça continue à fonctionner. Fait que le else if, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on peut en avoir autant qu'on en a besoin. Fait que on a l'option de base qui est le if tout seul. On a l'option avec le else, puis on a l'option avec le else if qu'on peut en avoir autant qu'on veut. On peut mélanger les deux options par exemple. Fait qu'on peut avoir le if, on peut avoir des else if, puis comme dernière option, comme dernier bloc dans notre if, on peut avoir le else. Fait que le else, il peut juste en avoir un, il doit absolument être en dernier, puis il ne doit pas avoir de condition qui vient avec. En gros, c'est s'il n'y a rien qui marche, fais celle-là. Fait que à ce point-là, il va quand même essayer. S'il tombe sur un, comme ici on a le 3, il tombe sur un qui est bon, il va aller faire celui-là. Donc, on a notre égal à 3, on a ensuite notre fin de programme. Mais si notre valeur est égale à aucune des conditions, il va aller faire celui qui est dans le else. Excusez-moi. Oui. Yes, dans les messages box, là, les petits messages qu'on écrit à côté, est-ce qu'il faut qu'on on rentre les accents et tout, ou on n'a pas le droit de faire ça? Tu peux, c'est juste que moi, en ce moment, mon clavier est en anglophone, fait que j'ai juste pas d'accent de disponible. OK. C'est-tu obligatoire ou on n'est pas obligé? C'est pas obligatoire, là. Ici, dans le cours, le VBA aime vraiment pas les accents en général, là. Fait que c'est pas quelque chose que nous, on va regarder, là. Pas de trouble. Parfait. Parfait. Fait que ça, c'est la structure conditionnelle. Ça me permet de créer des programmes qui vont pouvoir prendre des décisions. OK? Fait que si, admettons, j'ai un programme qui dit, ben, il faut détecter si la personne est d'âge majeur, tu demandes c'est quoi l'âge. Puis là, tu dis, ben, est-ce que c'est plus grand que 18? Si oui, ben, tant mieux, t'es d'âge majeur. Sinon, ben, tu l'es pas. Tu peux pas aller dans le grand manège. OK? Excellent. Fait que ça fait le tour de qu'est-ce que moi, je voulais voir aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, le restant de la période va être utilisé pour vous faire travailler sur les différents exercices. On va justement regarder comment est-ce que ça va se passer, les exercices que vous allez aller chercher sur le site. Je vais aller chercher les exercices sur le site. Donc,
sur le site. On a les exercices. Je vais aller mettre ça ici. Excellent. Donc, vous avez aussi, pour le restant de la période, vous avez les exercices qui sont dans les notes de cours. OK? Puis, une fois que vous allez avoir fini cet exercice-là, vous pouvez comparer avec les solutions que j'ai données sur le site. Puis après ça, vous allez pouvoir commencer la série d'exercices pour vous préparer au laboratoire de jeudi. Donc, quand vous allez ouvrir des fichiers qui viennent de l'extérieur, okay, vous allez avoir soit un pop-up de même ou sinon une barre jaune qui va vous dire genre les macros ne sont pas enablés. Les macros, dans ce cas-ci, c'est nos programmes derrière. Donc, c'est extrêmement important qu'on enable les macros, sinon, ben, il n'y a rien qui va marcher dans le code qu'on va faire. Donc, on veut toujours cliquer sur Enable Macros. Puis, qu'est-ce qui se passe dans ces exercices-là? On a des séries d'exercices. OK? Donc, ici, on a une douzaine d'exercices, quelque chose de même. Ouais. Donc, dans chacun des onglets, il y a des exercices. Puis, pour chacun des exercices, on vous donne quelque chose à faire. Fait que on vous dit, ben, je te demande d'écrire une procédure qui s'appelle afficher Allo, puis qui affiche le message Allô tout le monde dans une boîte de dialogue. Puis là, en dessous de ça, on a 3 pitons. OK? Fait qu'on n'est même pas ici, c'est tout déjà préconfiguré. Vous allez pouvoir regarder, premièrement, qu'est-ce que ça donne. Donc ici, je me dis, OK, je comprends pas trop qu'est-ce que ça me demande de faire comme programme. Je peux cliquer sur le premier bouton qui est Résultat attendu. Résultat attendu, ça exécute la solution que nous, on vous donne. OK, fait que je peux voir, OK, ben ça m'affiche une boîte de dialogue, OK, ça ressemble à un message box, puis ça dit Allô tout le monde à l'intérieur. OK, parfait. Deuxième chose que vous voulez faire, c'est ensuite cliquer sur Exercice. Donc, Exercice, ça va vous ouvrir votre éditeur de VBA, puis ça va automatiquement vous placer dans un endroit où c'est que vous allez pouvoir compléter l'exercice demandé. Donc ici, c'est marqué à compléter. Nous autres, on dit, ben, ils font un message box, puis dedans, ça dit « Allô, tout le monde ». OK. Là, je veux tester le sous-programme, fait que je sais que je peux cliquer sur le piton Play. Il faudrait que je marque message box correctement. Et voilà. Donc, on a le résultat escompté de mon programme. Ouais. C'est une petite question. T'as fait enable macro ou t'as... Enable. Toujours enable parce que sinon le code ne fonctionnera pas. OK, parce que moi, quand je fais résultat attendu, ça me dit il ne peut pas exécuter le code break, le break mode. C'est ça. Fait que ici, c'est que quand tu l'as ouvert, il y a sûrement un pop-up, OK? Pas nécessairement comme le mien, mais peut-être genre plus en haut ici, comme une barre jaune qui va avoir un bouton Enable Macro. Puis si tu cliques pas là-dessus, ben ça marche pas. Ben, j'ai tout fait les enable. Au pire, on checkera tantôt. C'est pas un problème. Okay. Parce qu'il irait juste à montrer la dernière partie qui va être la solution. Donc, une fois que vous avez fini l'exercice, puis ici, c'est vraiment important de comprendre que en programmation, OK, de voir quelqu'un aller, de lire du code fonctionnel, c'est vraiment facile. OK? C'est vraiment facile de penser que c'est facile. Quand c'est à vous de le faire, c'est un autre paire de manches. Fait que le principe, c'est que avec tous les exercices, on vous donne les solutions, mais les solutions sont là pour comparaison avec votre solution personnelle. C'est pas là pour vous aider à trouver c'est quoi les réponses. Parce que si vous allez voir les solutions, vous allez faire « Ah, ben c'est évident que c'est comme ça », mais vous n'allez pas avoir appris à faire le programme, à résoudre les problèmes. Puis, quand on va arriver à des moments où c'est qu'on n'a pas les solutions, les moments évalués, ben vous allez vous péter la fiole de manière magistrale. Fait qu'on a notre exercice, on a vu que ça fonctionnait, fait que là, je peux cliquer sur « Solution », puis je peux voir que la solution donne okay, le même chose que moi, que j'ai écrit, puis je suis comme « OK, parfait ». Je peux maintenant passer au prochain numéro. Fait que pour le restant de la période, on va utiliser le mécanisme de Breakout Room de Zoom. À l'intérieur de celui-ci, vous allez pouvoir faire des demandes d'aide. Okay? Donc,
où vous aviez cliqué sur les bonhommes de participants, ou c'est que vous avez cliqué sur les bonhommes pas les bonhommes, mais sur le chat, il va y avoir un nouveau bouton qui va être Request for Help. Fait que je vais repasser là-dessus. Et s'il y a quelqu'un qui demande, on peut-tu juste regarder encore une fois le bouton développeur? Pas de problème. Donc, c'est quand on est dans Excel, on peut cliquer sur File pour aller dans le menu d'options d'Excel. Une fois qu'on est dans le menu d'options d'Excel, on veut aller dans le sous-menu de Customize Ribbon ou personnalisation du ruban en français. Une fois qu'on est dans la personnalisation du ruban, on veut aller à droite, il y a la liste des différents onglets qui sont activés. Puis on a l'onglet développeur qu'on veut cocher. Pour une fois qu'on l'a coché, on peut juste cliquer sur OK. Puis quand on a coché l'onglet développeur, il va maintenant être disponible dans nos différents onglets. Parfait, parfait, parfait. Donc, c'est la fin de la partie enregistrée.